Bonjour à tout le monde dans la salle. Merci et en ligne. Merci d'être venu aujourd'hui pour assister à cette conférence de Lynn Chamberlain. Donc, je m'appelle Chacha Enriquez. Je suis enseignant en sociologie. J'enseigne les cours de sociologie queer et de homosexualité et société cette session-ci que j'ai repris. Pour la première fois que j'enseignais, ça me semblait important de faire une conférence avec la créatrice du cours, Lynn Chamberlain, qui a donc une histoire et un parcours extrêmement important dans le mouvement gay et lesbien au Québec et le mouvement de libération lesbienne. Donc, on a hâte de l'entendre parce que pour moi, c'est important qu'on lit et qu'on apprenne plus sur notre histoire pour mieux penser notre futur. Donc, c'est ça. Je vais te laisser te présenter, Lynn. On l'a fait un peu sous un format question-réponse. On s'est dit que c'était un peu plus ce sera un peu plus dynamique que juste une présentation. Puis je vais te laisser te présenter. Puis aussi, peut-être, première question aussi, comment le cours s'est créé? Non, mais ce dont tu te rappelles, Oui, oui, oui. le contexte. Écoutez, je vais parler de moi tout au long, donc je ne sais pas trop quoi dire pour me présenter. Le cours s'est créé à la suite d'une conférence, un colloque international qui avait été organisé conjointement par Concordia et l'UQAM, donc des professeurs des deux universités. Et à la suite de ça, c'était en 92, je crois, à la suite de ça, il s'était créé un groupe à l'UQAM. Je crois, un groupe d'études et de recherche sur les homosexualités. Et une des premières activités du groupe, ça a été de mettre sur pied un cours qui a été tout de suite un cours facultaire, donc un cours qui relevait de la faculté des sciences humaines et qui était offert aux étudiants et aux étudiantes de différents programmes universitaires. Donc, le cours a été co-créé par, en fait, mon Dieu, quelques personnes. Je n'étais pas la seule, mais moi, j'avais fait le premier cahier de texte, donc le contenu, puis ensuite, je l'avais co-enseigné pendant 2 ans, interruption, puis ensuite, je l'ai enseigné pendant un certain nombre d'années. Donc, voilà. Super, merci. Donc, tu as commencé à t'impliquer dans le mouvement féministe dans les années 70 où tu as développé ta conscience lesbienne. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte d'effervescence militante de l'époque et de tes débuts, des débuts de ton activisme en tant que lesbienne? Oui, alors, j'ai quand même mis des petites remarques de précaution méthodologiques. C'est un parcours parmi d'autres. C'est sûr que je vais essayer de sortir des traits communs ou partagés avec d'autres femmes qui, comme moi, se sont identifiées comme lesbiennes féministes ou dans le parcours où les termes d'identification comme lesbienne ont été influencés par le féminisme, quelle que soit la tendance de ce féminisme ou de ce lesbianisme. Donc, il y a quand même une diversité de parcours d'identification. D'autre part, c'est un parcours reconstruit aussi. Donc, c'est sûr qu'on regarde toujours notre passé avec les yeux du présent, avec ce qui nous reste comme mémoire. La mémoire reconstruit constamment les souvenirs, le passé, la façon dont on s'identifie. Donc, on ne peut jamais reconstituer un passé pur parce qu'on le réinterprète constamment. Notamment, quand j'essaie de me souvenir des livres que j'avais lus, il y a des livres que j'ai lus à ce moment-là, il y en a que j'ai lus plus tard, il y en a que j'ai lus parce que j'enseignais. Donc, à un moment donné, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a lu à quelle époque. C'est très difficile de le savoir. Bon, ça commence par le contexte et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile à transmettre parce que les années 70, c'est là que j'aurais besoin d'un diapo d'images avec plusieurs images des années 70, des nombreuses manifestations. C'était des années d'ébullition ou d'effervescence sociale. Ben non, moi, j'en ai pas de ces images-là. Je vais y arriver aux quelques-unes que j'ai, mais parce que c'était de l'effervescence dans plusieurs domaines. Et là, je vous renvoie à vos cours d'histoire du Québec, si vous en avez suivi. C'était la Révolution tranquille, l'Église s'effondrait, beaucoup d'institutions se transformaient. Il y avait de l'agitation sociale en termes de lutte syndicale, lutte sociale. Il y avait de l'agitation autour du fait français, de la protection de la langue française. Il y avait un mouvement indépendantiste qui émergeait dans les années 60 et qui va donner lieu notamment au Front de libération du Québec, qui recourait à des moyens allant jusqu'à les bombes et enlèvements, donc qui s'inspirait en ce sens-là des moyens qui étaient utilisés dans d'autres pays pour lutter contre la colonisation. Donc, c'était un contexte avec beaucoup d'agitation. Puis moi, j'étais jeune,
dans ce contexte-là et les jeunes constituaient la majorité à l'époque, ce qui est maintenant la génération des baby boomers, qui constitue à nouveau la cohorte d'âge la plus importante. Donc, c'était les bébés nés après la guerre. Et voilà, ces mouvements-là étaient souvent interreliés. Par exemple, et effectivement, on peut montrer le Front de libération des femmes du Québec. Le Front de libération des femmes s'est formé en 1969, il a duré jusqu'en 1971, et il s'est formé parce qu'à Montréal, il y avait des manifestations favorables au discours du FLQ et aux revendications du FLQ, c'est-à-dire du Front de libération du Québec. Le maire de l'époque, Drapeau, avait interdit toute manifestation. Donc, les femmes s'étaient regroupées. Il avait fait une manifestation de femmes de façon à désarçonner les policiers. Elles ont quand même été arrêtées, plus de 150 arrestations, et quelques temps plus tard, elles formaient ce mouvement qui n'a pas duré. Donc, il y a souvent de l'interaction entre les mouvements. Ce n'est pas des mouvements en silo ou en ghetto. Même chose quand, un peu plus tard, Lise Balcé est appelée à témoigner au procès d'un felkiste bien connu qui s'appelle Paul Rose. Vous pouvez voir le film. Lise Balcé est appelée à témoigner à son procès. Elle refuse de témoigner parce que les femmes n'ont pas le droit d'être jury à l'époque. Et elle dit, si les femmes ne peuvent pas être jury, je ne vois pas comment elles pourraient témoigner. Si elles ne sont pas assez crédibles pour être membres d'un jury, comment pourrait-elle témoigner? Et elle est accompagnée par d'autres femmes qui s'enchaînent à la balustre là, qui est devant le juge. Alors, elles n'ont pas le droit de faire ça, évidemment. Donc, elles sont emprisonnées. Elles passeront d'1 à quelques mois en prison. Donc, il y a souvent comme ça de l'interaction entre les batailles. Moi, ma conscience, je dirais que la première conscience qui s'est développée, c'est plus une conscience sociale et nationale, ensuite féministe et ensuite lesbienne, dans cet ordre-là, si on veut. Conscience sociale, parce que je viens d'un milieu ouvrier. Ma mère vient de familles qui sont dans le domaine de l'agroforestier. Les années 60, 50, 60, c'est quand même des années qui vont plutôt bien pour la classe ouvrière. C'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Mais il reste les gens dans ma famille, dans mon entourage, on est toujours à la merci d'une grève, d'un accident. Un accident dans l'agroforestier, ça arrive souvent, de maladie, ce qui était le cas de mon père. On prend conscience de la vulnérabilité quand même assez rapidement. Conscience nationale aussi. Mon père, moi, je viens d'une famille francophone et mon père travaille pour le CN, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le Canadian National Railway. En fait, on disait le CNR, prononcé un peu en français, là, mais CNR, l'anglais déformé. Parce que tout se passe en anglais. Mon père a une 3e année. Et tout se passe en anglais, les rapports qu'il doit écrire. Et son syndicat est nord-américain et anglophone, donc tout fonctionne en anglais. Donc, il y a de la misère qui fait des griefs. Il est agent syndical, il fait un grief, il peine à écrire l'anglais. Il me demande à moi qui a 12-13 ans de l'aider à écrire en anglais. Il y a comme là quelque chose d'autre qui naît aussi. Je vais être politisée assez jeune. Ma première manif, c'était à 16 ans. On occupait une rue à Yorkville, à Toronto. C'était le milieu hippie. On voulait que ça devienne piétonnier. J'ai failli être arrêtée, mais juste avant le panier à salade, là, ils m'ont relâché, alors tant mieux. J'ai participé aux occupations de cégep et d'université, notamment sur le droit à l'éducation, aux manifestations contre les lois sur le libre choix de la langue d'éducation que voulait imposer le Parti libéral à l'époque. Les événements d'octobre, je les ai vécus à Québec. Je viens de Québec, j'ai oublié de préciser ça. Donc, c'était quand même beaucoup moins intense qu'à Montréal. Il reste que mon grand copain du cégep, avec qui je discutais politique presque tous les jours, a été arrêté, pas détenu très longtemps. Et puis, un autre de ses amis l'avait été aussi. Donc, on avait senti quand même toute l'instrumentalisation que le gouvernement fédéral a fait de cette crise d'octobre pour réprimer tout ce qui s'appelait la gauche au Québec. J'ai manifesté contre l'emprisonnement des chefs syndicaux. J'ai décidé d'aller étudier en sociologie. Donc, évidemment, en sociologie, ça attise le sens critique. Donc, on lisait notamment Marx, dans les freudo-marxistes aussi, qui étaient bien populaires à l'époque. J'ai oublié de mentionner que c'était aussi une époque dite de révolution sexuelle. On peut discuter beaucoup, est-ce que ça a été une révolution ou pas, mais il reste qu'il y avait quand même une crise du contrôle social sexuel et une exploration de la sexualité qui, jusque-là, était confinée à une sexualité maritale procréative, avec bien sûr des écarts, mais toujours
cachées, dissimulées, condamnées a priori. Donc, alors que là, ces normes-là éclatent et donc, il y a quand même beaucoup d'exploration sexuelle qui se fait. J'arrive à Montréal, là, il y a avec mon copain du cégep, qui m'amène dans des milieux plus politisés. Donc, c'est vraiment à Montréal qu'il va y avoir un réseau de contacts avec des personnes politisées et une certaine radicalisation de mon engagement. À nouveau, je me retrouve dans des milieux proches des felkistes et dans une mouvance marxiste qui donnera lieu, beaucoup de cet entourage-là fera partie des groupes marxistes-léninistes qui vont dominer le terrain de la gauche au Québec dans les années 70. Je ne détaillerai pas, mais il reste que c'est vraiment marquant pour cette période-là, surtout si on était à Montréal. Ça m'amène aussi à être plus près du mouvement féministe. Donc, je vais m'abonner à Québécoises debout qui avait sur la rue Saint-Hubert. Ça, je me souviens, j'étais très fière de moi quand j'ai été m'abonner en personne à Québécoises debout, qui était la revue féministe. Alors, vous voyez le slogan « Pas de libération des femmes sans libération du Québec, pas de libération du Québec sans libération des femmes ». Donc, on voit l'intrication entre les deux luttes. J'étais proche des groupes autonomes de femmes qui étaient à l'époque en fait, les 4 groupes autonomes de femmes. On dit groupes autonomes de femmes parce que c'est des groupes qui ont refusé j'ai même jusqu'à dire lutter contre la présence des marxistes-léninistes qui voulaient toujours s'infiltrer. C'était ça leur stratégie, de s'infiltrer dans des groupes, faire ce qu'on appelle de l'entrisme, et là, de discuter idéologie sans fin, ce qui faisait que les groupes arrêtaient de faire ça. Pourquoi ils s'étaient mis en place? Alors, ces 4 groupes-là ont littéralement expulsé parfois des membres qui voulaient toujours amener justement la discussion autour du marxisme-léninisme. Alors, c'est le théâtre des cuisines. Je pense qu'on a un théâtre des cuisines qui va durer jusqu'au début des années 80, qui va participer aux manifs du 8 mars. Les éditions du remue-ménage qui existent encore, ça c'est vraiment presque miraculeux, mais c'est fantastique. Le comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit, qui était un des principaux groupes militants à l'époque, et le centre de santé des femmes. Donc, ces 4 groupes-là se connaissaient et collaboraient ensemble. Et moi, mon militantisme, j'étais dans le quartier qu'on appelait à l'époque Saint-Louis-de-France. C'était bien avant que le plateau se gentrifie. Donc, ces quartiers-là étaient des quartiers populaires avec les maisons mal entretenues. Il y avait régulièrement des feux. Et ici, c'est une manifestation contre les feux. Et moi, je tiens la pancarte là, de ce côté-là. C'est mon ami Bernard Vallée qui m'a envoyé cette photo-là il n'y a pas longtemps. J'étais très contente parce qu'on n'a pas beaucoup de photos de l'époque. Alors, j'avais beaucoup peur des feux qu'il y avait régulièrement dans ces quartiers pauvres. Et dans ce militantisme, c'était une coop alimentaire puis un comité logement. On trouvait principalement des femmes ménagères qui vivaient sur l'aide sociale, qui étaient des mères de famille monoparentales. Donc, c'était mon militantisme. Je fais partie comme d'autres de groupes de discussion. Et là, on échange nos expériences. On lit aussi beaucoup plus, ça veut dire que d'échanger son vécu. On lit, on partage des lectures. Et on prend connaissance de l'ampleur et de l'universalité de l'oppression des femmes. Je pense à un livre comme Brown Miller sur le viol en temps de guerre, viol sur rendez-vous. Je veux dire, toutes les questions du viol ont été abordées une première fois dans cette brique. On est 40-50 ans plus tard, puis on dénonce encore ces situations-là. Puis, bon, c'était déjà abordé. Moi et mon entourage féministe, on lit beaucoup sur des textes qui proposent des façons de concilier marxisme et féminisme. Alors ça, je m'en suis tapé. Des textes militants, des textes intellectuels, des textes théoriques, parfois ardus à lire. Alors tout ce qui était socialiste féministe, marxiste féministe, féministe marxiste, ça vraiment, il y avait plusieurs façons de nouer ou d'articuler ces différents cadres théoriques et politiques. Alors ça, on s'en est tapé beaucoup. Moi, j'étais aussi une lectrice de un groupe qui s'appelait Wages Against Housework, qui préconisait l'idée que toutes les femmes étaient d'abord ménagères et que le locus de l'exploitation, c'était le travail ménager, l'univers domestique dont elles avaient la charge. Et une des théoriciennes, je vais nommer celle-là parce qu'elle est connue maintenant, c'est Silvia Federici. Il y avait dans ce... S'il y en a qui veulent en savoir plus, il y a Camille Robert qui a Louise Toupin, d'une part, et Camille Robert, qui était une militante de ce courant-là, et Louise Toupin qui a repris toute cette question de la reconnaissance du travail ménager et des différentes façons de lutter contre l'exploitation des femmes
sur le plan du travail ménager, dont Wages Against Housework, mais aussi la socialisation du travail domestique et d'autres. Et il y avait un groupe à Toronto qui s'appelait Wages Due Lesbians qui posait la question, est-ce que le sexe, c'est du travail? Est-ce que faire l'amour, c'est du travail? Alors, ça m'interpellait. Ça interpellait aussi des femmes avec qui je travaillais à la coop au lieu, pour qui l'obligation hétérosexuelle était de baiser avec leur mari. Puis, voilà. Bon, je n'irai pas trop dans ma subjectivité, mais c'est sûr que je m'interroge. Ces lectures-là, je le fais, je m'interroge aussi dans mon parcours à moi, qui a des relations avec les hommes, ce que ça implique, les violences des hommes. J'habite près du Carré Saint-Louis, il y a de la prostitution au Carré Saint-Louis. Alors, je me fais harceler, évidemment, constamment. Les aléas de l'hétérosexualité, la contraception, l'avortement, les ITSS, le fait d'être toujours aussi considéré comme un objet de désir, c'est ce qu'on appelle maintenant le regard masculin ou le regard objectifiant des hommes. Et le fait que les hommes sont toujours au centre de l'attention, sont toujours au centre de la parole, sont toujours au centre des dynamiques quand il y a des parties, ils ont toujours plus de poids que les femmes. Alors, avec ces questions-là, je rencontre aussi des femmes lesbiennes dans mon entourage. Et puis, les premiers groupes sont du côté anglophone sur Saint-Urbain. C'est un groupe qui s'appelle Montreal Gay Women, qui est détaché de Gay McGill. Il y a aussi, je les énumère comme ça, là, un congrès international, ça voulait, c'était l'international, ça c'est très drôle, c'est-à-dire c'était des lesbiennes d'Ontario, du Québec, mais aussi un peu du nord-est c'est international à nos yeux, hein, de nationalistes et aussi international, mais il y avait aussi des Américaines du nord-est. Et les premières rencontres lesbiennes, ça va souvent être comme ça. Donc, il y a un premier congrès en 1974, je n'y suis pas. Il y a un deuxième congrès en 1975, et là, il y a un atelier pour les francophones. Il y a des ateliers thématiques là, sur toutes sortes de sujets. Puis là, il y a un atelier pour les francophones. Et puis, il y a un autre congrès à Ottawa l'année suivante. Et là aussi, les francophones vont réseauter entre elles. Et les francophones désirent se doter de lieux de rencontres qui soient francophones, autogérés, féministes. Et c'est comme ça que va naître la Coop Femmes, espace autogéré féministe francophone sur la rue Saint-Laurent. J'en fais partie. J'étais au deuxième congrès à Ottawa. Je ne serai pas la plus ardente dans ces groupes-là, mais j'en fais partie. Éventuellement, plus tard, il y aura d'autres lieux, on y arrivera. Quant aux lectures, c'est ça que je disais, c'est difficile. Moi, je lisais beaucoup en anglais. Autant j'étais nationaliste, autant j'ai appris l'anglais parce que je voulais lire l'anglais, les féministes américaines et les lesbiennes américaines. Alors, mes périodes d'apprentissage de l'anglais correspondent à des phases de politisation chez moi. Donc, cette période-là où on lisait des trucs Lesbian Women de Martin et Lyon, c'est-à-dire les fondatrices des filles de Daughter of Bilitis, c'est-à-dire les filles de Bilitis, qui était une organisation, en fait, une des plus anciennes organisations lesbiennes, fondée en 1955. Le Sappho Was the Right and Women, Rita Mae Brown, Kate Millett, Sexual Politics. En français, Nicole Brossard, qui a été vraiment une des poètes et essayistes les plus influentes du mouvement des lesbiennes ici, et dont les écrits avaient beaucoup d'écho parmi les lesbiennes. Il y a des titres en français, mais je pense, moi, je me souvenais pas, par exemple, les Cahiers du Griffe ont fait des revues françaises féministes qui ont fait un numéro sur la thématique lesbienne, mais je pense avoir lu ça plus tard. On lisait aussi The Myth of the Vaginal Orgasm. Ça, toutes les femmes lisaient ça. C'est un petit texte, 3 pages, mais qui déconstruisait. Bon, maintenant, on a redécouvert le clitoris. Il y a beaucoup de publications là-dessus. Il y a des représentations du clitoris. On est ailleurs. Mais à l'époque, le seul orgasme qui comptait, existant, possible, reconnu, c'était l'orgasme vaginal, ce qui posait des problèmes à beaucoup de femmes, quelle que soit leur sexualité. Alors, c'était un petit texte qui avait été écrit puis qui était lu, que tout le monde se passait là, comme ça, d'une à l'autre. Et je me souviens d'avoir lu la revue Sinister Wisdom, qui existe encore aussi, qui est encore publiée, qui était une revue qui mélangeait des essais, de la poésie, des textes plus politiques, mais dont un des intérêts était la diversité sur le plan ethnoculturel. Donc, c'était pas aussi... j'avais des Juifs, il y avait des Latinos, il y avait
Ça a toujours été assez, un peu pas assez, mais un peu mélangé quand même. Bref, il se forment des réseaux, il se forme une identité lesbienne féministe, il se forment des réseaux anglo-franco en même temps que des tensions anglo-franco parce que les anglos, là, je ne veux pas trop stéréotyper, mais reste que les anglos étaient plus portés vers les activités contre-culturelles, c'est-à-dire manger d'une certaine façon, créer des espaces d'une certaine façon. Les francophones étaient très politisés à cause des luttes qui se menaient, donc elles ne pouvaient pas. Il n'y a rien qui pouvait être indépendant de ces luttes-là. Donc, les lesbiennes francophones étaient plus axées sur le terrain politique et surtout voulaient pouvoir se rencontrer dans leur langue. Super, merci. Justement, donc on parle un peu des lectures. Une autrice qui est beaucoup nommée, c'est Adrienne Rich, qui est donc poétesse et activiste féministe états-unienne, qui a écrit sur le continuum lesbien, qui a été très importante pour le courant lesbienne féministe, dont il me semble que tu faisais partie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de sa conception, de l'effet que ça a eu sur vous? Je ne sais pas, cette lecture, ça a eu un effet sur ton activisme, ou si ça mettait des mots sur l'activisme que vous aviez à l'époque? Je voudrais plus mettre des mots, parce que l'activisme, il était là. Je pense que c'était plus mettre des mots que impulser une ligne ou quelque chose comme ça. En fait, Adrienne Rich était connue ici par un texte qui était une des premières publications des éditions Remue-Ménage, qui s'appelait Les femmes et le sens de l'honneur, qui était de la poésie. C'était une poète, puis les éditions de Remue-Ménage avaient traduit ce texte-là. J'avais aussi lu d'elle un livre qui s'appelait Of Women Born, Naître d'une femme, qui était une analyse de la maternité et qui avait comme analyse que les femmes avaient été désappropriées de la maternité en raison du patriarcat. Et elle-même a élevé 3 enfants. Elle était mariée, elle a eu 3 enfants, 3 garçons. Et donc, elle décrivait cette expérience-là comme étant la maternité patriarcale, ou une désappropriation de cette expérience-là qui peut avoir des côtés très positifs, mais qui était malheureusement moins empowerment que potentiellement elle pourrait l'être parce qu'il y a eu cette désappropriation-là. Par rapport à l'hétérosexualité, elle va faire la même chose, c'est-à-dire qu'elle va regarder l'hétérosexualité comme une institution patriarcale. Et dans son texte, en fait, c'est un texte qui veut fondamentalement rapprocher les lesbiennes et les hétéros dans le contexte américain, qui n'est pas du tout le contexte québécois. Le contexte américain, il y a eu des institutions dès le début des années 70 à l'intérieur de Nord, qui était la principale organisation des femmes à l'époque. Et il y a eu des scissions, et à la fin des années 70, il y a un penchant séparatiste, il y a des tendances séparatistes parmi les lesbiennes qui vont en s'accentuant. Et Rich par son texte, je crois, essaie au contraire de montrer des points communs et de rapprocher les militantes lesbiennes et hétérosexuelles. Il y a 3 concepts importants. Le premier concept, qui je pense demeure pertinent et qu'on a malheureusement trop comme perdu, c'est la contrainte à l'hétérosexualité. C'est un concept qui, en fait, elle dit que l'hétérosexualité n'est pas naturelle. C'est une institution patriarcale, c'est-à-dire rendue obligatoire, imposée par les hommes à l'ensemble des femmes comme moyen de leur assurer un droit de jouissance physique, économique et affective sur les femmes. Comme la maternité, c'est donc une institution politique. À des endroits dans le texte, elle va dire « l'obligation hétérosexuelle constitue la tête de pont de la domination masculine ». Donc, c'est un texte qui est quand même, si on se replace dans les années 70, qui amène des idées neuves. Et elle dit l'obligation hétérosexuelle, elle est socialement organisée et c'est ce qui permet aux hommes de jouir concrètement de leurs prérogatives d'avoir accès aux femmes. Et elle a une page où elle dit comment s'exerce le pouvoir des hommes sur les femmes. Et là, c'est un peu listing, puis c'est un petit peu, c'est pas historicisé, mais reste que si on regarde ça maintenant, si on pense par exemple à l'Iran, ben on se rend compte que oui, les hommes imposent aux femmes leur pouvoir et c'est un exemple très flagrant de ce pouvoir qui est imposé aux femmes jusqu'à la façon de s'habiller, jusqu'à la possibilité de se déplacer ou pas. Si on n'est pas accompagné, on ne peut pas se déplacer. Donc, qui enlève toute liberté aux femmes.
Il y a d'autres moyens qui sont moins, mais en fait, revenons au clitoris, le fait de ne pas connaître, d'ignorer, de dénier l'existence du clitoris, façon de désapproprier les femmes de leur pouvoir. Et on pourrait dire, oui, mais il y a des femmes qui aiment être hétérosexuelles, et à ça, elle va répondre oui. Comme la maternité, il y a des bons côtés, il y a des aspects positifs, mais le caractère imposé est démontré par le fait que les femmes demeurent dans des relations hétérosexuelles, même lorsque ces relations sont oppressives et insatisfaisantes. Donc, ça, c'est une notion très importante et on parle maintenant je vais devancer, on parle maintenant d'hétéronormativité de normes, mais ces notions-là enlèvent le côté du pouvoir imposé par les hommes sur les femmes, ce qui était la perspective féministe d'Adrienne Rich. Deuxième concept, le continuum féminin. Elle refuse le terme de lesbianisme. Pour elle, c'est génital, c'est les psychologues qui parlent ce vocabulaire-là. C'est génital, c'est psychologisant, pathologisant. Donc, elle parle d'existence lesbienne. Elle dit que l'existence lesbienne est déniée à travers l'histoire. Et on a souvent nié, mais en fait, il y a des lesbiennes, il y aurait eu des lesbiennes à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Mais le sens de cette existence lesbienne peut varier d'une période à l'autre. Et là, on va suggérer l'idée d'un continuum lesbien qui désigne un large éventail d'expériences individuelles et collectives qui impliquent une identification positive aux autres femmes. En anglais, on dira « Women Identified Women » et une résistance, donc identification positive avec les autres femmes et une résistance à l'oppression hétérosexuelle accompagnée ou non d'un séparatisme féminin. Et donc, elle va mettre dans cette idée de continuum toutes sortes de façon de résister à l'obligation hétérosexuelle. Ça peut être des femmes qui décident de rester célibataires, ça peut être des femmes mariées hétérosexuelles, mais qui négocient leur sexualité plutôt que de se voir imposer une sexualité coïtale, etc. Donc, elle met là-dedans beaucoup d'expérience. C'est une des choses qu'on va lui reprocher, que c'est un peu bric-à-brac. Mais quand même, l'idée, c'est que les femmes résistent à l'obligation hétérosexuelle. OK? La troisième idée, c'est la double vie des femmes, et celle-là aussi, je la trouve intéressante. Le continuum lesbien, vraiment, ça se discute. Mais l'autre idée que je la trouve intéressante, c'est la double vie des femmes. Elle dit que toutes les femmes mènent une double vie. Les femmes hétérosexuelles, bien sûr, elles doivent acquiescer à l'hétérosexualité institutionnalisée. Mais les lesbiennes aussi, parce qu'à l'époque, elles ne pouvaient pas dire au travail qu'elles étaient lesbiennes, elles allaient perdre leur emploi. Elles devaient parfois s'habiller selon les normes hétérosexuelles. Donc, elle va dire toutes les femmes doivent céder aux prérogatives masculines à certains moments donnés, mais toutes résistent à des moments aussi contre ces prérogatives, s'entraident, rejettent la sexualité phallique, refusent de se marier, valorisent les autres femmes, s'entraînent, etc., etc. Donc, ça, c'est intéressant aussi. C'est là que ça donnait la possibilité de faire le pont entre les deux groupes. Cela dit, avec les gays, ça, c'est plutôt négatif quand on lit le texte, parce qu'elle a une vision des gays qui est extrêmement négative. Elle dit, oui, c'est vrai que les lesbiennes et gays peuvent se rapprocher à certains moments donnés pour avoir des luttes communes, mais essentiellement, elle voit les gays comme ayant une sexualité génitale impersonnelle, ne pensant qu'au sexe, etc., etc. C'est vraiment une vision assez stéréotypée des gays. Bon, il faut dire que les années 70, le marché sexuel gay est en pleine croissance, puis c'est ce qu'on voit le plus quand même. C'est ça pourquoi les gays se battent le plus. Donc, et avec succès. Mais il reste que c'est une vision très stéréotypée des hommes gays. Et on ne voit pas comment, pour elle, et là, elle tombe dans un certain essentialisme parce qu'elle dit que le lesbianisme, c'est une expérience profondément féminine. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, qu'est-ce que ça a eu pour moi? C'est-à-dire que c'est des textes dans lesquels on s'est retrouvés. Quand je l'ai relu, à un moment donné, je disais « Ah, qu'est-ce qu'elle dit là? » Oui, j'ai déjà défendu Adrienne Rich, mais je pense toujours que son texte de contrainte, son concept de contrainte à l'hétérosexualité, de double vie, sont des concepts intéressants qui mériteraient de ne pas être ignorés parce que notamment parce que l'hétérosexualité n'est pas qu'une norme commune laquelle tout le monde est exposé, c'est aussi un rapport, une façon pour les hommes d'imposer. En tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans, mais il y a quelque chose là qui est perdu dans les concepts actuels, à mon avis, qui érode un peu cette question du pouvoir ou des inégalités de pouvoir entre hommes et femmes. Bon, qu'est-ce que ça m'a donné? Moi,
peut-être continuer. On peut continuer. Oui. Mais en fait, à la base aussi, si je voulais te poser cette question-là, c'est que quand j'avais lu un peu tes textes aussi sur ton parcours, c'est que dans les années 70, tu t'impliquais comme lesbienne féministe, de ce que j'ai Oui. pu comprendre. Et l'idée du continuum lesbien, c'est aussi cette idée de l'implication lesbienne comme continuité de l'implication féministe ou comme Oui, femme identifiée aux femmes. Et donc, toute cette idée où le féminisme, finalement, était à l'avant-plan par rapport aux enjeux lesbiens. en fait, c'est moi, comme je disais au tout début, moi, j'ai développé une conscience féministe et après une conscience lesbienne, une pratique et une conscience lesbienne. Mais, donc, pour moi, ça allait assez en continuité. Mais je pense que je n'étais pas la seule dans cette génération-là à s'identifier d'abord et avant tout dans le discours féministe et dans les luttes féministes plutôt que dans les luttes des gays. Pourquoi? Parce que les lesbiennes, comme les femmes, il y avait des problèmes d'accès au travail, il y avait des inégalités salariales, il y avait des questions de harcèlement et de viol, l'intégrité du corps, l'avortement. Je veux dire, c'est des questions qui interpellaient toutes les femmes, y compris les lesbiennes qui pouvaient se faire violer, qui d'ailleurs, il y avait, je veux dire, c'était une des problématiques à la sortie des bars, il fallait toujours faire attention parce qu'il y en a qui attendaient les lesbiennes. Donc, il y avait des enjeux de sécurité puis pour échapper aux violences physiques notamment et au viol. Donc, ce n'était pas des choses abstraites. Et donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y avait une reconnaissance dans le discours féministe. Et quand Adrienne Rich parle de toutes les femmes, par exemple, des concepts comme la double vie, oui, moi, j'ai des copines à qui je peux échanger, puis il y a effectivement, ça marche. Là, Parfait. L'oppression des lesbiennes, à l'époque, il y avait souvent une double dimension hein, que toi et d'autres chercheurs et activistes avaient mise de l'avant. C'était d'un côté l'assujettissement de la sexualité aux hommes, au regard masculin, comme on l'a un peu déjà abordé, et de l'autre, la question de l'inexistence sociale ou de l'occultation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment ça s'exprimait dans la société et au sein du mouvement féministe? Commencer par la société. Ouais. Ben, c'est beaucoup tabou, en fait, c'est beaucoup l'absence de visibilité. On n'en parle pas. Pour prendre des exemples de moi, je me suis fait traiter de lesbienne avec cas secondaire, je n'avais pas trop compris c'était quoi. On se tenait toujours les filles ensemble, mes copines, mais c'était comme. Ils savaient déjà, c'est ce qu'il faut en conclure. Au cégep, j'avais étudié la liste des déviations sexuelles dans mes cours de psycho, ça comprenait l'homosexualité, le lesbianisme. Donc, c'est sûr que c'était pathologisé malgré la décriminalisation en 69, parce que la décriminalisation en 69, le discours, c'était vraiment, il ne mérite pas d'aller en prison, mais il mérite d'aller se faire soigner, par exemple. Donc, je simplifie un peu, mais c'était quand même, il y a eu des travaux qui ont été faits, puis le discours public de Trudeau dans les journaux, c'est quand même celui-là. Donc, ce n'est pas une approbation de l'homosexualité. Il disait très clairement, ce n'est pas une approbation. Oui, c'était très clairement. Oui. Ils sont malades, ils ne sont pas criminels. Ils ne sont pas criminels. C'est vraiment ça. Donc, dans ma famille, c'est complètement tabou. Je pense que j'ai une diapo. Tu as une diapo là-dessus? Oui, sur les petits journaux jaunes, l'image des lesbiennes, les fameux petits journaux jaunes. Il y a peut-être d'autres diapos avant, on peut y revenir. Non, ce n'est pas celle-là. Ça, c'est une revue lesbienne. La première, c'est quelques diapos. En fait, c'est les premières activités lesbiennes. C'est souvent en anglais. C'est des danses pour femmes. Donc, le terme lesbienne n'est pas là. Et là, on arrive à le monde, c'est ça, l'image des lesbiennes. Donc, ça, c'est promesse 67-68. Le monde interdit des lesbiennes. Alors, vous voyez un petit peu l'iconographie. C'est mon préféré. Hein. J'en ai d'autres. C'est mon préféré à vie à chaque fois que je refouille là-dedans. Alors, les bandeaux sur les yeux qui font allusion à la criminalité. On n'a pas le droit de nommer les criminels ou de les montrer, mais on met des bandeaux sur les yeux. Le monde interdit, ça nous indique dans quel univers les lesbiennes sont reléguées. Et le 90 000 à Montréal. En fait, c'est. Il y en a de la lesbienne. Oui, c'est ça. À un moment donné, j'avais découvert ça, j'étais en train de faire mon doctorat, puis j'ai fait le calcul. La population lesbienne, la population à Montréal, divisée en deux pour les femmes, puis 90 000, écoutez, il y aurait eu des lesbiennes, là. Fait que ça ne marche pas en tout, c'est n'importe quoi. Mais c'est une image qui est souvent là. C'est-à-dire qu'elles sont nombreuses, elles sont envahissantes, le nid de guêpes. Il y en a un titre, c'est « Elles sont nombreuses à la campagne ». Il y a toujours cette idée
qu'elles se multiplient. Puis elles sont insidieuses. Il y en a une, c'est les ménagères. Faites attention, les maris, là, parce que pendant que vous êtes partis travailler, ça se peut qu'il se passe des affaires. Et oui, ça arrivait aussi. Donc, c'est le genre d'image. Hein? Allopolis, c'est associé à la pornographie, la criminalité. Ce qui fait que pendant... Bon, moi, mon entourage, on reprenait le terme lesbienne, mais dans le rapport Bertrand, qui est un questionnaire rempli par 1000 lesbiennes au début des années 80, il y en a le 4 sur 10 qui trouvent que ce terme-là est dégradant. Puis le terme lesbienne n'a jamais fait l'unanimité, contrairement au terme gay qui fait assez l'unanimité, qui sert de parapluie assez large là, pour englober toutes sortes d'affaires. On peut rajouter d'autres termes après, mais ça sert de parapluie. Alors que le terme lesbienne n'est jamais parvenu à ça, à aucune période. Utilisait le terme gay aussi? Utilisait le terme gay quand on demande dans ce questionnaire-là, utilisait le terme gay, le terme homosexuel, j'aime une personne. Ça, c'est à toutes les époques, j'aime une personne. Femme aux femmes, oui, encore. Donc, il n'y a pas de lieu, c'est ça l'autre affaire. Il n'y a pas de lieu, il y a peu de bars. On pourrait y revenir tantôt, mais c'est vraiment, donc, pas grand-chose. Au sein du mouvement féministe, je dirais que c'est dans les années 80 qu'il va y avoir des tensions. Dans les années 70, en fait, les frontières sont très floues. Hein? C'est un peu ce que je disais tantôt, c'est une période d'expérimentation. Il y a un mélange, il y a des... contrairement aux États-Unis où les clivages vont se faire là, avec The Furies au sein de l'organisme NOW, ici, à ma connaissance, au sein de la Fédération des femmes du Québec, à ce moment-là, plutôt libérale. Il n'y a pas tellement de questions de sexualité. Il n'y a pas de clivage comme ça qui va apparaître à ma connaissance. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une forme d'occultation à l'intérieur? Oui, par ailleurs, on n'en parle pas. Il y a des lesbiennes. Il y a une parole lesbienne dans certains moments, comme les revues Tête de pioche, Pluriel, des luttes et des rires de femmes. Il y a des lesbiennes qui font partie des équipes éditoriales. De temps en temps, il y a un truc sur les lesbiennes. Mais ce n'est pas très présent ni très visible. Et c'est quand les lesbiennes, c'est difficile de dire parce que d'un côté, c'est aussi un parapluie protecteur, le féminisme. Par exemple, une des premières activités lesbiennes, c'est une semaine lesbienne qui va avoir lieu à la Librairie des femmes sur Saint-Denis. La Librairie des femmes, c'est de la littérature féministe. C'est tenu, entre autres, par une lesbienne. Au café, c'est principalement des lesbiennes, mais c'est quand même sous le parapluie féministe. Puis la semaine lesbienne va avoir lieu là. Donc, c'est aussi un parapluie protecteur. Parce que si on avait fait en plein jour, comme ça, sur Saint-Denis, une activité lesbienne, écoutez, ça n'aurait pas passé. Là. Tout était encore trop secret, trop marginalisé, trop, je veux dire, juste marcher dans la rue, ça pouvait des fois être risqué. En tout cas, tu te faisais écœurer, ça, c'est sûr. Fait que c'était à la fois un parapluie, en même temps, c'est plus après, par la suite, dans les années 80, que là, des lesbiennes vont dire, ben là, on fait partie du féminisme, puis on n'est pas là, puis nos revendications ne sont pas reprises, puis après, je reviendrai un peu plus tard, mais c'est plus à cette période-là, dans les années 80, que les tensions vont monter entre lesbiennes et hétérosexuelles dans le mouvement. Notre question suivante. Donc, ça tombe bien, à la fin des années 70 et au cours des années 80, on assiste à une autonomisation du mouvement lesbienne. On appellera d'ailleurs les années 80 l'âge d'or du mouvement lesbien. Comment s'est exprimée cette effervescence lesbienne et cette autonomisation? Oui. Je n'ai pas apporté le livre Sortir de l'ombre, mais c'est vraiment la référence, là, surtout pour cette période-là. En fait, c'est vraiment une période où il va y avoir un développement des lieux, premièrement, des espaces pour lesbiennes. Après la Coop Femmes qui va être fermée, il va y avoir l'école Guilford, qui est une école louée à la commission scolaire des écoles catholiques de Montréal. Je pense que c'est après, j'en ai quelques-unes. Avant ça, c'est plutôt les années 70. C'est ça, les années 80. Oui, les années 80. Tu peux remonter. Ici, c'est une manifestation. Ouais. Moi, je t'ai coupé. En fait, donc des espaces, des activités de danse, de discussion politique, du théâtre, de la danse, des archives, des arts martiaux, des bars, des cafés. Et ici, c'est une manifestation du 8 mars 83 où les lesbiennes qui sont présentes dans le mouvement féministe et donc qui manifestent au 8 mars décident de se
de montrer comment elles sont importantes dans le mouvement des femmes, comment elles sont nombreuses. Donc, elles forment un contingent identifié comme lesbiennes. Et donc, ça, c'est en 83. Et puis, c'est un contingent qui s'est formé à la queue du 8 mars, mais il a fini par être tellement gros qu'ils l'ont ramené, pas au tout début, mais quand même assez en avant du contingent. Et là, il y a une identification très claire des femmes lesbiennes avec tous différents mots, différents termes qui sont utilisés pour les lesbiennes. Ensuite, il y a, donc, je parlais des lieux, il y a la librairie L'Essentiel qui se définit davantage comme une librairie féministe et lesbienne. Et je crois que j'ai une carte de Mme Podmore ici. Merci, Julie. Où on voit que les lieux de rencontre pour cette période-là, c'est beaucoup dans ce qui est maintenant le plateau Mont-Royal. Donc, c'est avant la gentrification, c'est important de le répéter. Donc, parce que ça veut dire qu'il y a des logements, des locaux pour partir des petits cafés qui ne sont pas chers. OK? Ça, c'est extrêmement important. Parce que quand il y a un mouvement de gentrification, habituellement, les lesbiennes sortent, puis les gays pas loin aussi, enfin, si on regarde ce qui se passe dans le village. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'espaces. Il y a des bars qui sont beaucoup sur Saint-Denis. Il y a d'autres espaces de rencontre, des cafés. Donc, c'est vraiment beaucoup d'espace. C'est vraiment, je veux dire, on pouvait aller prendre un café, aller dans un bar, aller dans l'autre si on trouvait que c'était trop plate, ou aller finir, bon, dépendant de la cruise qu'on voulait faire. Donc, il y avait le choix, OK, parce qu'il y a plusieurs bars qui se côtoyaient. Il y a aussi une multiplication des médias. On va voir les... Ah non, je vais parler des journées de visibilité. Tiens, c'est là. Chaque année, il y a des journées de visibilité ou d'interaction lesbienne qui comprennent une danse avec spectacle et qui sont fréquentées par un nombre de plus en plus grand de lesbiennes. Donc, ici, c'en est une en 85. Puis la diapo suivante, c'est la diapo Sacadec, variété lesbienne. Donc, c'est l'annonce du spectacle avec Joanne Doré, une humoriste, Hélène Arvizet, André Dumouchel qui fait de la danse contact, Matchum qui est un groupe rock de lesbiennes. Donc, c'est de plus en plus populaire. C'est, je dirais, les fins de semaine, mais surtout les soirées. Et il y a des médias. Pour annoncer toutes les activités, il va se développer deux types de médias. Un média qui est des bulletins d'information, des émissions de radio qui visent à faire connaître les activités nombreuses qui se déroulent, et des médias de contenu. Et la plus importante revue, c'est Amazon Diar lesbienne d'aujourd'hui, qui va commencer dans cette période-là, qui, elle, correspond à la ligne du lesbianisme radical. Et la revue Lesbienne 13 que j'ai, parce que moi, j'étais plus associée à la revue, j'ai été éventuellement plus associée à la revue Lesbienne 13, qu'on voit ici à différents moments de son histoire. Donc, il va y avoir la revue Ça s'attrape, puis ensuite 13. Donc, tout ceci témoigne d'une effervescence cette fois-ci chez les lesbiennes qui prennent la parole. Il y en a d'autres revues. Hein. Il y a Sourcière, qui est plus une tendance un peu essentialiste, valoriser le féminin. Voilà. Parfait. Donc, en 1980, Monique Wittig publie La pensée straight avec sa célèbre phrase « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Donc, je me demandais un peu, tu pouvais rapidement nous présenter quelques éléments de la pensée de Wittig qui a pu avoir une influence sur ton activisme ou l'activisme lesbienne. Oui. Wittig, donc Monique Wittig, décédée très jeune, malheureusement, en 2003. En fait, Monique Wittig sera une des principales inspiratrices de la tendance du lesbianisme radical. Il va vraiment y avoir deux tendances assez marquées et des tensions, pour ne pas dire des chicanes entre ces deux tendances dans ce grand espace de lesbiennes. Il y a d'autres sources de tension, hein, mais ça va être un clivage quand même assez marquant. Une des leaders du mouvement du lesbianisme radical, c'est Louise Turcotte, qui est une amie personnelle de Monique Wittig, ce que j'ai appris beaucoup plus tard, parce qu'elle avait vécu en France et elle avait milité en France, et donc elle avait été devenue amie personnelle. Fait qu'elle ramenait beaucoup ce qui se passait en France. Je me disais, mais non, ça se passe en France. J'étais vraiment plus proche des États-Unis et de Cape Cod et de la littérature américaine. Et je trouvais ça un peu fou de ramener ce qui se passait en France, mais bon, pour elle et pour d'autres de son courant, c'est extrêmement important. Alors, les deux textes de Wittig, qui sont les deux classiques, c'est l'autre après, On ne naît pas femme et La pensée straight.
Puis ces essais sont réunis dans un ouvrage qui s'appelle The Straight Mind ou La pensée straight, qui a été publié en anglais et ensuite traduit en français. C'est à peu près la même époque que Rich, c'est-à-dire années 80. Et ça a connu une large diffusion, notamment dans les études queer. Bon, Wittig affirme que les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles échappent au rapport d'appropriation privée avec les hommes. Alors, première idée, premier concept, disons important, le régime hétérosexuel. L'hétérosexualité n'est pas seulement une institution du patriarcat, c'est le fondement même du patriarcat. Ce qui fonde la société, et là je la cite, ce qui fonde la société, toute société, c'est l'hétérosexualité. On prend pour acquis qu'il existe deux sexes, que chaque sexe a une nature propre, que les différences entre les sexes, on parle évidemment là, des catégories de sexe, sont naturelles, sont biologiques, ontologiques, il y a un être femme, un être homme, et que les relations hétérosexuelles sont basées sur une complémentarité naturelle entre les hommes et les femmes. Hommes et femmes s'attirent naturellement et se complètent mutuellement. Cette conception qu'elle appelle la pensée straight est au fondement de l'organisation sociale et de la pensée scientifique. Donc, son texte, moi, je n'ai jamais fait cet exercice, mais c'est beaucoup une critique de Lévi-Strauss notamment. Et donc, il faudrait le relire en lien aussi avec Lévi-Strauss, les théories de Lévi-Strauss sur l'échange des femmes. Et on est en France. Hein? Bon, et donc, il faut dénoncer la pensée straight, il faut déconstruire les discours scientifiques et autres qui constituent comme ça deux catégories de sexe sur des bases naturelles, pseudo-biologiques, et qui contribuent à amener ces catégories-là comme si elles allaient de soi. L'autre concept important, c'est la différence, parce qu'au cœur de l'hétérosexualité, c'est l'idée de différence. L'autre doit être différent de moi. Et donc, quand on parle de la différence est toujours, masque toujours des rapports inégalitaires. C'est toujours l'autre qui est différent et non jamais le dominant. C'est des idées qu'on a vu reprendre plus tard. Dire le blanc, je ne me suis pas nommée comme blanche, hein? Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont marqué, mais non, on ne se nomme pas comme blanche. On peut se nommer comme noir. De toute façon, on est aussi décodé ou lu socialement comme noir. Donc, c'est toujours le groupe dominé qui est catégorisé comme différent, à part, qui est altérisé, qui fait l'objet d'une altérisation. Donc, et dans la langue française, on sait combien le référent masculin, c'est compliqué le masculin et le féminin. Le masculin est le référent universel. Donc, l'homme, c'est l'universalité, c'est la plénitude, alors que la femme, c'est ce qui est spécifié et qui doit être spécifié. La femme ne peut pas ne pas être marquée. Elle doit être marquée, elle doit être reconnaissable, elle doit être lue comme femme. Et d'ailleurs, les femmes, on peut retracer à travers l'histoire aussi que les femmes n'ont pas le droit de porter le pantalon, mais pas le droit de faire. Elles doivent être lues comme femmes. Donc, les femmes sont définies par la différence. L'altérité, elles sont spécifiées. Alors, c'est une critique radicale et intéressante, qui est peut-être moins, bon, ça fait 40 ans qu'on vit avec ces idées-là, donc c'est moins original maintenant, mais quand même, critiquer le naturalisme et le différentialisme, ça s'applique qu'à la pensée masculine, mais ça s'applique aussi au féminisme. Et en France, il y a un groupe qui s'appelle Psychépo, qui est dans la pensée différentialiste. Donc, elles sont critiques, elles s'attaquent vraiment à ce courant-là du féminisme représenté par Psychépo. Et elles s'attaquent à tout féminisme qui voudrait l'égalité dans la différence ou revaloriser le féminin ou ce genre de courant féministe. Pour elles, les lesbiennes sont les seuls véritables sujets, donc sujets actifs de leur histoire, parce qu'elles ne se plient pas à ces catégories, elles échappent à cette nature imposée, elles ne sont pas appropriées individuellement, elles ne sont pas dans la dépendance d'un homme. Donc, elles ne se définissent pas dans la complémentarité avec un homme. Voilà. Elles ne sont pas ce que la société voudrait qu'elles soient. Elles ne sont pas des vraies femmes. Les lesbiennes se font dire, vous n'êtes pas des vraies femmes. Puis Wittig répond, oui, c'est vrai. C'est vrai, puis on veut pas l'être non plus. Donc, elle va aussi comparer les lesbiennes à des marronnes, c'est-à-dire des esclaves. En Haïti, les esclaves Haïti, il y a des montagnes, il y a certains esclaves qui parvenaient à s'enfuir en s'en allant vivre dans les montagnes. Donc, c'est des esclaves qu'on appelait les marronnes. Donc, elle les compare à des esclaves enfuis. Écoutez, Wittig, ça va être beaucoup plus populaire que Rich dans le milieu des années 80. Moi, je pense qu'il y a, en fait, c'est un discours assez puissant pour les lesbiennes parce qu'en fait, on dit aux lesbiennes, vous êtes un sujet libre,
non seulement c'est un sujet libre, mais vous échappez du fait d'être lesbienne. Vous êtes pratiquement à l'avant-garde du féminisme ou du mouvement des femmes parce que vous êtes les seuls à échapper à l'appropriation par les hommes. Donc, c'est un discours très puissant. Puis je le dis autant comme renforcement positif, c'est-à-dire de pouvoir s'affirmer comme sujet libre. À mon avis, un peu cul-de-sac sur le plan politique. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Ma principale critique étant, puis là, ça peut être compliqué parce que là, il faut aller voir les théories de Guillaumin parce que Wittig travaillait avec Guillaumin sur le sexage, l'appropriation privée, l'appropriation collective des femmes. Et maintenant, même, il y a toute une série de discussions, si vous vous intéressez aux discussions sur le féminisme en France, il y a des discussions sur Guillaumin puis sur l'analogie qu'on peut faire entre le sexage et l'esclavagisme. On ne rentrera pas là-dedans. Mais l'idée, c'est que, est-ce que les femmes, du fait de ne pas être dans un rapport d'appropriation privée avec un homme, est-ce qu'elles sont pour autant libres? Et moi, ma directrice de thèse, j'étais retournée au doctorat à ce moment-là, j'avais une directrice de thèse qui travaillait sur les communautés religieuses. Or, les communautés religieuses, c'était à la fois un espace d'autonomisation des femmes où les femmes pouvaient y trouver, d'abord, ils ne se mariaient pas, donc il n'y avait pas à servir un homme, puis il y en a qui allaient en religion pour ne pas avoir à servir un homme. Et en même temps, pour autant, est-ce qu'elles n'étaient pas désappropriées de leur travail parce que toutes les communautés relevaient d'une structure ecclésiastique masculine. Donc, c'était peut-être pas si simple que ça. Est-ce que les femmes célibataires sont automatiquement des sujets libres? Une autre qui a travaillé ça, c'est Salima Amari, qui a travaillé sur les lesbiennes d'origine maghrébine et algérienne, maghrébine, Algérie, surtout Algérie, Maroc, en France, et qui montre comment il y a des rapports d'appropriation qui se jouent avec la famille, parce que c'est la femme célibataire, c'est celle qui n'est pas mariée, donc la famille s'attend à ce que... Donc, est-ce que l'appropriation... C'est si facile que ça d'échapper à l'appropriation? Puis, bref, toutes ces questions-là peuvent se poser. Mais bon, ça a été quand même ce qui a été le plus, je pense, le plus mobilisant pour les lesbiennes. Ouais. Et ça allait aussi, ça divergeait, mais ça convergeait aussi avec certains discours féministes. Par exemple, quand Nicole Brassard avait des paroles comme les lesbiennes réinventent le monde, elles incarnent il y a des phrases de Nicole Brassard qui sont aussi très puissantes pour redonner aux lesbiennes une légitimité, une valorisation, une estime de soi, ça fait un peu psycho, mais il y a quand même ça aussi. Donc, dans ce sens-là, ça convergeait avec d'autres discours. Mais sur le plan politique, on ne s'entendait pas, donc on s'est chicané et ça débordait souvent sur le côté interpersonnel. J'y reviendrai après. Oui, parfait. Donc, c'était aussi une chicane beaucoup entre le courant lesbienne féministe et le courant lesbienne radicale à l'époque. Donc, toi, tu as décidé de faire une recherche sur les bars fréquentés par les lesbiennes dans les années 50-60. Dans les années 80, je pense, tu as mené cette recherche-là. En fait, ce n'était pas sur les bars qui m'intéressaient en partant. C'était... en fait, moi, je me suis beaucoup questionnée. J'ai commencé à questionner mon identité lesbienne féministe à ce moment-là. C'est ça. Et comment ça pouvait s'articuler. Autant ça coulait de source dans les années 70, autant dans les années 80, ça ne coulait plus de source. Parce que là, le féminisme progressait, faisait des gains. On retrouvait de plus en plus de regroupements de professionnels qui revendiquaient leur place dans le journalisme, à l'université, partout. Et donc, le féminisme commençait à s'institutionnaliser et à être reconnu. Et là, on sentait qu'il y avait moins... que les lesbiennes étaient parfois gênantes, qu'on rappelait que non, on aimait les hommes, il faut dire que le féminisme était aussi attaqué comme si juste une gang de crises de lesbiennes qui haïssent les hommes. Donc ça, c'est une attaque du lesbianisme depuis plus de 100 ans, puis je pense que ça va continuer encore. Mais donc, il y avait une réaction défensive à ça, mais il y avait aussi le fait que je pense que le féminisme commençait à s'institutionnaliser un peu, puis voyait plutôt le fait d'être associé aux lesbiennes comme une menace. Et alors que les lesbiennes qui étaient là, souvent souhaitaient justement prendre place, continuer d'être visibles, et ça n'y était pas. Moi, ça m'a amené à questionner mon identité comme lesbienne féministe. Et aussi, il y avait aux États-Unis, je continue de lire plus les Américaines, donc les débats sur les sex wars. John Nessel, qui est une femme féministe, une femme au sens des rôles femme butch,
qui avait fréquenté les bars dans les années 60 et qui expliquait comment les butch avaient eu un rôle fondamental pour développer des espaces lesbiennes et protéger ces espaces-là. Elle en parlait à partir de sa propre expérience. Et John Essa, c'était une des cofondatrices des Archives lesbiennes de New York. Il y avait aussi les chercheurs de Buffalo qui travaillaient sur les cultures lesbiennes butch à Buffalo. Donc, tout ça me faisait réfléchir. Puis moi, je me dis, bien, lesbienne, c'est quoi cette affaire-là? Je dis, copie les hommes. C'est quoi? Tu sais, il y a une femme, tu vas aller la séduire. Hein? Moi, je m'étais déjà fait interpeller au Pont de Paris parce que j'étais avec ma blonde, puis on avait dit, est-ce que quelqu'un avait demandé à ma blonde, est-ce que je peux danser avec moi? Tu sais, comme ma blonde est là, puis elle demandait à ma blonde, est-ce que je peux danser avec elle? Tu sais, c'est comme, regarde. Parce que si ma blonde n'avait pas voulu, ça aurait pu partir en bataille, on ne sait pas. Fait que, tu sais, moi, je dis, ben, ma blonde m'a regardé, puis elle dessus, tu sais, c'est comme, il y avait tout à fait une autre manière tout à fait des codes différents dans les bars. Puis, on trouvait ça un peu niaiseux, franchement, de ce genre d'histoire-là. Tu sais, c'était un peu une histoire de go, 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 coq, coq, là, tu sais. Fait que, bon, mais tout ce que le discours de John, les écrits de John Essa, les recherches qui étaient faites à ce moment-là, l'idée de retourner dans le passé, tout ça, ça m'a questionné beaucoup. J'ai commencé une thèse. Et dans mes premières entrevues avec des lesbiennes, alors la thèse, c'est comment faisaient-elles pour vivre leur lesbianisme dans les années 50-60. Et donc, j'ai rencontré des lesbiennes et la première chose qui frappait, c'est que je posais des questions comme sur les bars. Là, il y en a qui me disaient, les bars, avez-vous des espaces? Même pas, avez-vous des espaces? Puis il y en a qui me disaient, il n'y a rien. Puis je dis, oui, mais il n'y a pas les ponts de Paris. Je savais que ça avait été créé en 55. Donc, ben c'est un trou, ça. Il n'est pas là. Là, t'en nommes un autre, c'est un trou. Il n'est pas là. Oui, j'étais une fois, je vais me retourner. Puis, il y en a d'autres qui te parlaient, je me souviens d'une en particulier, qui allait faire le pied de grue au Pont de Paris parce qu'elle était trop jeune, puis il ne voulait pas la rentrer. Puis, elle avait tellement hâte de pouvoir aller au Pont de Paris, puis elle, c'est une grande famille, puis tu sais, c'était comme, wow. Je demandais comme question, est-ce que vous lisiez? Alors, les mêmes qui me disaient, non, c'est un trou, on ne va pas là. Ils me parlaient des livres qu'elle lisait, des films qu'elle parvenait à découvrir, etc. Ça, c'était les femmes plus instruites en général, les enseignantes, les journalistes, boisonnaires. Puis les autres me regardaient lire. C'est comme genre. Non, il ne disait pas rien, il ne disait pas la littérature. C'était le clivage le plus grand dans les entrevues, c'était comme incontournable. Fait que ça m'a amené à m'intéresser au bar, puis à la dynamique des bars. Fait que j'ai écrit après, parallèlement au doctorat, j'ai écrit sur les bars. Puis inspiré beaucoup par Madeleine Davis et Lise Kennedy, qui travaillaient, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et chez qui j'ai été quand j'étais au doctorat. Donc, qui ont, je crois, fait un travail important pour qu'on arrête de renier notre passé, parce que souvent, chez les lesbiennes, il y a une coupure d'une génération à l'autre, c'est-à-dire qu'on rejette ce que l'autre génération a fait, la génération rejette ce que l'autre a fait, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au bar. J'ai déjà été dans les bars, j'étais à la mémorable descente, pas descente, mais enfin, j'ai manqué les autres descentes, mais j'étais chez Mme Arthur quand il y a eu l'incident mémorable, mais sinon, je n'ai pas, comme je disais, je ne suis pas une fille de bar, je travaillais. Je me lève pour enseigner le matin, fait que vendredi soir, oui, mais tu sais, c'est comme pas la fille le plus de bar. Ouais. Mais c'est ça, parce que ce que je trouvais intéressant en lisant tes écrits, c'était aussi cette rupture qui existait où les lesbiennes féministes dans les années 70, en se construisant, se sont construites plus sur une identité assez androgyne qui rejetait ce modèle butch femme, qui lui était beaucoup plus présent dans cette scène des bars de la classe ouvrière. Hein? De classe ouvrière. Parce que c'est ça que tu marques, c'est cette division entre classes sociales finalement. C'est une division de classe. Origine de classe et, bon, classe en même temps adaptée au féminin, mais les femmes professionnelles d'un côté qui, elles, pouvaient aller en France, par exemple, puis là, aller voir des spectacles, aller chercher des livres, se tenir par la main. Donc, c'était tout à fait une autre expérience qu'aller dans les bars. Et celles qui allaient dans les bars, soit elles étaient marginalisées, soit c'était les années 60. Il y avait beaucoup d'emplois féminins. Donc, moi, j'ai aussi des récits où par exemple, tu vas dans un bar, ton patron est là, qu'est-ce que tu fais dans un bar? C'était des bars qui n'étaient pas non mixtes, donc tu pouvais faire face à quelqu'un qui allait t'identifier, faire sa job le lundi matin. Lui, il n'a pas perdu sa job, elle a perdu sa job. Mais c'est les années 60, tu travailles dans l'hôtellerie, la restauration, les services, tu trouves un autre job comme ça.
Bon, des fois, là, je simplifie un peu. Il y a un autre cas que j'avais rencontré où les deux femmes, on leur avait interdit de se voir. Puis une, il fallait qu'elle consulte une psychiatre, mais l'autre, c'est une fille de juge, fait qu'elle s'en était bien tirée. On voyait que la classe intervenait constamment dans les expériences et le vécu. Alors, pour moi, c'était comme une fracture qui était là. Et même dans les années 80, par exemple, le bar chez Coco, qui échappe souvent, c'était comme un bar dans l'Est, classe ouvrière, beaucoup de monde, moins de gens allaient là, puis on l'oublie. Pas je lis, mais. Mais tu sais, souvent, les gens évoquent certains bars, puis, mais C'est ça. pas ceux-là. Puisqu'ils sortaient beaucoup aussi de ces recherches-là, c'est souvent des bars mixtes, hein? Ce sont des bars mixtes, donc où il peut y avoir des voyeurs, où il y avait des voyeurs. Et où les butch avaient un rôle particulier. Les butch avaient un rôle de défense, en fait, du territoire. Je pense qu'on a quelques diapos de ça. Les butch avaient un rôle de défense et de protection, qui était, bon, les classiques, le pont de Paris, qui était un des premiers, qui s'appelait aux Deux Canards, qui est devenu les ponts de Paris. Alors, quand les hommes sont des femmes, c'est un chapitre sur les bars de Montréal, puis celui-là, c'est les ponts de Paris. Ici, les cafés, qui étaient véritablement, j'allais dire, sur Saint-Laurent, parce que plus on allait dans les bars sur Saint-Laurent, plus c'était sud, plus c'était lié à la prostitution et à la criminalité. Ici, c'est Babyface qui a développé, qui est une femme décédée aujourd'hui, mais qui a développé les premiers bars non mixtes, puis qui travaillait, comme elle me l'avait raconté, les premiers qui étaient sur René Lévesque, Dorchester, à l'époque, elle travaillait avec un bat de baseball à côté pour empêcher les gars de monter, parce qu'en bas, il y avait une taverne, bon, pas une taverne, mais un espace pour hommes. Donc, quand les hommes voulaient monter en haut, elle les attendait avec un bat de baseball. Puis elle était repoussée avec les filles, c'était un peu moins drôle. Puis là, elle s'est francisée éventuellement quand la loi obligeant la francisation s'est francisée. C'est fait de bébé. En fait, Babyface, c'était son nom de lutteuse. Elle avait fait de la lutte pendant quelques années. Et après ça, elle s'est francisée en face de bébé. Elle a eu 4 ou 5 bars. Comme ça. Donc, c'est un rôle important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu comprends que les bars de lesbiennes, c'est pas arrivé tout seul. Récemment, je parlais à une fille qui a travaillé au Gillies où il y avait eu une descente des policiers avec une mitraillette, soi-disant qu'ils cherchaient quelqu'un dans du lit au vol de la Brinks, mais ils ont arrêté toutes les filles. Ils n'ont pas arrêté toutes les filles, mais ils ont forcé toutes les filles à se mettre de chaque côté. Donc, c'était pas une expérience toujours positive d'aller dans les bars. Il y avait un côté thrill, là, on s'en va dans l'Ouest, premièrement, pour des francophones, dans l'Ouest montréalais, anglophone, à l'époque, c'était déjà un peu quelque chose. Puis, donc, il y avait un côté transgression. Mais si tu te faisais prendre, comme je dis, moi, je n'ai pas été dans une de ces descentes-là. Donc, mais si tu te faisais prendre ou tu avais un dossier ou que tu te faisais malmener pendant 8 ans par les policiers, même s'il n'y avait pas de poursuite après, c'était pas toujours. Parfait. Donc là, c'était une petite… on est un peu retourné en arrière pour suivre ton parcours et justement tes recherches. Et si on revient un peu dans où on en était à la base, c'est-à-dire fin 80, début 90, le mouvement lesbienne, le mouvement de libération lesbienne s'essouffle au début des années 90 et les militantes lesbiennes réorientent leur activisme. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cet essoufflement et des réorientations qu'il y a eu par la suite? Oui. Bon, pourquoi un tel essoufflement? Parce qu'on peut dire que ça s'est essoufflé assez rapidement, à la fin des années 80, début 90. Moi, je pense qu'il y a des facteurs sociodémographiques. C'est la sociologue en moi qui parle. Le contexte économique a beaucoup changé. Dans les années 70, là, on pouvait vivre avec un petit peu d'assurance chômage. On travaillait 6 mois, sur le chômage 6 mois. Il y avait beaucoup de projets gouvernementaux. Les loyers n'étaient pas chers. Il fallait travailler, il fallait peinturer, il fallait sabler le plancher, etc., etc. Mais il y avait, par exemple, dans le plateau, c'était vraiment accessible. Donc, ça permettait de créer une proximité. On s'installait là, l'autre là, l'autre là, l'autre là. Puis, on était dans le même quartier, ce qui aidait le développement des réseaux, puis d'avoir des lieux qu'on pouvait fréquenter, puis de fournir une clientèle suffisamment importante pour ces lieux-là. Quand ça va aller, le quartier va se gentrifier, c'est le plateau qu'on connaît actuellement, mais aussi la vie économique en général va devenir, ça coûte beaucoup plus cher pour se nourrir. Et tout ça, tout ce dont je parle, là, il y a parfois des petits projets d'été financés par le gouvernement, projet PIL qu'on appelait à l'époque, mais tout ça est bénévole. Donc, à un moment donné, le bénévolat s'essouffle.
Il y a très peu d'organisations structurées, formalisées. Les lesbiennes, c'est une cohorte assez homogène d'âge, hein, celle dont je faisais partie. Donc, c'était des lesbiennes jeunes, dans la vingtaine, instruites généralement, donc soit de classe moyenne, soit en voie d'ascension sociale. Et je pense qu'un certain nombre vieillissent, aspirent à une vie plus tranquille, à une vie de couple, à une vie de famille dans certains cas. Plusieurs vont retourner à l'école, donc reprendre une trajectoire scolaire et professionnelle plus orientée vers quelque chose de stable. Donc, il y a des choix personnels qui vont intervenir. Quand je dis une cohorte assez homogène en termes d'âge, dans les années 70, il y avait un groupe qui s'appelait Slightly Older Lesbians. OK? Alors ça, c'était 30 ans et plus. OK? Puis là, on n'allait pas aller là parce que c'était les vieilles de 30 ans et plus. Fait que, pour vous dire comment on était. Donc, il y a un essoufflement. C'est des années de conservatisme social. Hein? C'est les années Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre, Mulroney au Canada. C'est des années vraiment de conservatisme. Il y a une démobilisation générale. Les lesbiennes n'échappent pas à ça. Et à l'école Guilford même, il y a des individus qui s'y investissent beaucoup. Il y a des groupes aussi, comme l'École des arts martiaux, le groupe théâtral, les Tribades, l'Atelier des bénisteries. Et ces groupes-là, qui sont quand même ceux qui animent et qui aident financièrement à l'école Guilford, vont quitter. Donc, il va manquer d'ossature à part des individus. Bon, il y a les tensions au sein du féminisme. Elles sont fortes. Moi, je pense que le féminisme a apporté beaucoup pour permettre aux lesbianisme aux lesbiennes de construire une ou plusieurs identités. Là, on pourrait revenir là-dessus. De se valoriser, de légitimer leur existence à travers des valeurs féministes d'autonomie, d'indépendance par rapport aux hommes, de solidarité avec d'autres femmes. Mais il reste que des fortes tensions entre les tendances politiques féministes et radicales, mais aussi il y a un peu une tendance essentialiste, séparatiste. Les artistes qui ont leur propre truc qui les intéresse. Il y a je me souviens des écologistes, je me souviens une année à journée d'interaction lesbienne, il y a une gang d'écologistes qui décident de faire des ateliers. Bon, là, ils vont se faire taper dessus parce que là, ils vont se faire traiter d'aliénés parce que les lesbiennes ne sont pas pour aller sauver la planète. Déjà que les femmes sont au service des hommes. Là, ils vont encore. Donc, elles se sont faites tabler. C'était rude un peu. Autrement dit, c'était rude. Là, les relations, les interrelations, c'était pas toujours très agréable. Alors, évidemment, ça n'incite pas les personnes à rester. Il y a une surpolitisation des espaces lesbiennes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens aux danses, mais beaucoup moins et de moins en moins aux autres activités. La non-mixité de ces activités-là offre une protection, une sécurité sociale. Il n'y a personne qui va venir nous hâter. On est protégé par l'anonymat. Mais ça fait aussi que le lesbianisme continue d'être invisible socialement et que certaines considèrent que ce repli sur soi mène à rien, qu'il faut sortir de ça, qu'il faut aller à l'extérieur, qu'on est rendu prête à ça. Il y a aussi beaucoup de longues réunions. Des fois, là, je vais caricaturer, mais si les lesbiennes pêchent par ultra-démocratisme, les gays, je le découvrirai plus tard, pêchent par l'absence de démocratisme. Mais des fois, c'est long. C'est long. Donc, il y en a qui sont tannés, qui s'impatientent. Je dirais aussi, si on fait une lecture un peu plus sociologique, on peut se rendre compte qu'il y avait une multitude de besoins de la part des lesbiennes, de besoins de rencontres, de besoins de lieux de socialisation, de lieux d'information, de ressources, d'aide en cas de difficulté, de lieux pour rencontrer les partenaires, et que les espaces lesbiennes qu'il y avait ont répondu pour un temps à ces besoins-là, mais ne suffisaient pas. À quelque part, et c'est une interprétation qui vient de Stein, d'une américaine, les espaces ont été victimes de leur succès. C'est-à-dire qu'elles ont bien répondu à ces besoins-là, mais maintenant, elles ne suffisaient plus. Puis, c'était trop tout pêle-mêle. Alors, après ça, c'est là que l'activisme va se recomposer et se recomposer. D'une part, bon, il faut dire qu'il y a toujours des lesbiennes qui vont rester dans le mouvement féministe et qui vont continuer de militer dans le mouvement féministe. Hein. Par exemple, Manon Massé, par exemple, qui est maintenant une figure connue. Je nomme elle parce qu'elle est connue, mais elle va être au centre des femmes de Laval. Donc, elle va militer dans le mouvement féministe. Et ça a continué. Il y a des lesbiennes au sein du féminisme qui vont poser la question des revendications lesbiennes. Donc, ça va rester. Mais il va y avoir aussi une fragmentation des groupes autonomes de lesbiennes. C'est-à-dire des lesbiennes qui veulent continuer de façon autonome. Il y en a qui vont continuer plutôt dans des associations, par exemple comme 13, Association de femmes gays,
À Concordia, il y a un groupe d'études lesbiennes. Donc, il y a des regroupements lesbiennes autonomes, mais plus selon les intérêts. Il va y avoir des petits groupes sportifs qui vont continuer. Donc, qui servent finalement de lieu de socialisation, d'entraide, de rencontres amoureuses. Et il y a des lesbiennes qui vont faire alliance avec les gays. Là, il y a toute une conjoncture propre au début des années 90 qui tient d'une part de la répression policière qui se manifeste à nouveau lors du Sex Garage Party et qui va déclencher une manifestation de solidarité répétée ensuite annuellement, qui va devenir diversité, et là, qui va rassembler gays, lesbiennes, queer. Même la première année, il y a des hétéros, parce que tout le monde trouvait ça, beaucoup de monde trouvait ça un peu écœurant, la répression policière. Il y a des lesbiennes qui trouvaient justement que ça tournait trop en rond, trop repris sur soi, qui vont aller militer avec les gays. Je pense à une glorieuse comme elle, notamment. Claudine Metcalfe, qui travaillait dans un bar, qui voyait comment les lesbiennes étaient seules, discriminées, pas de congé si la conjointe est malade, rejetées par leur famille, et qui disait, il faut travailler là-dessus, il faut travailler là-dessus. Elles viennent prendre un verre, c'est beau, mais là, il faut travailler sur ces questions-là. Et on va le faire avec les gays. Donc, Irène Demchok aussi qui va changer, de partir d'une mouvance plutôt radicale, qui va aller du côté des gays. Et là, il y a je n'ai pas le temps vraiment de revenir là-dessus, mais il y a des audiences publiques de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et sur les violences et les discriminations envers les gays et les lesbiennes. Et là, les lesbiennes vont se regrouper. C'est pas beaucoup qui vont intervenir, mais il y en a qui vont intervenir et qui vont aller chercher les témoignages de d'autres. Et là, ça va faire comme une espèce de... On va recueillir des témoignages et on va se rendre compte comment, effectivement, il y a beaucoup de situations de discrimination très, très, très concrètes. Perdre du logement, perdre l'emploi, perdre la garde des enfants, parce qu'à ce moment-là, si vous avez été marié, puis beaucoup de lesbiennes se sont mariées à un moment donné de leur vie, se séparent, vivent leur lesbianisme, risquent de perdre leurs enfants, la garde de leurs enfants si elles vivent leur lesbianisme, si leur blonde est en présence de l'enfant. Donc, on se rend compte de l'étendue de ces mobilisations-là et on se met à les documenter, à les nommer. Et il va sortir de là... c'est un événement très mobilisant, même du côté gay aussi, parce qu'on va avoir des queers qui vont la tendance ACT UP, les gays plus réformistes vont se mettre ensemble. On est en 1993, hein, oui, et c'est justement après, dans le contexte de lutte contre la répression. Donc, c'est là que le mouvement gay et lesbien naît, en fait. C'est ce dont tu parles. Deux mouvements séparés qui s'associent et qui... Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des lesbiennes qui vont continuer le mouvement féministe, qui vont continuer de façon autonome. Fait que moi, je pense qu'il faut aussi toujours garder en tête que les lesbiennes s'organisent toujours. Et qu'on pourrait dire qu'il y a 3 modes d'organisation des lesbiennes. Puis selon les périodes historiques, il y a un mode qui va prédominer ou l'autre qui va prédominer. Mais les modes cohabitent avec toutes sortes de... Par exemple, parce qu'on peut dire, oui, mouvement mixte, mais par exemple, écoute, Laurie Escomel peut te le raconter, c'est la seule lesbienne, ils peuvent tout de suite la mettre vice-présidente de ceci, de cela, montrer que c'est mixte puis que c'est gay, lesbienne. Non, pas tout à fait. Donc, il y a des problèmes de rapport de pouvoir au sein des organisations mixtes, au sein du mouvement féministe, dans les groupes autonomes. Donc, dans chacun de ces modes d'organisation-là, il y a des enjeux spécifiques. Mais c'est vrai que les luttes politiques vont se tourner davantage vers des revendications, vers les luttes contre la discrimination, vers des demandes que certains qualifieront de réformistes, de reconnaissance des conjoints, des couples et éventuellement des familles. Moi, c'est ça, je rappelle toujours, il y a des lesbiennes dans les groupes syndicaux aussi. Donc, il y a quand même la dominante de cette période-là, ça va être la mixité. Ça, c'est sûr. Là, j'ai une dernière diapo pour dire moi où j'en suis rendue. C'est bien ça. À ce moment-là, moi, je complète mon doctorat. Je milite au sein de vraiment, moi aussi, dans les 3 mois d'organisation, en 97, je milite au sein de mon organisation syndicale pour la reconnaissance des conjoints-conjointes et au sein de l'université pour développer les études gays lesbiennes, donc dans des univers mixtes, et je continue de collaborer avec la Revue 13 qui fait un projet autonome lesbien. Je manifeste aussi avec la Revue 13. Donc, je pense que c'est ce que je voulais souligner. J'ai oublié aussi, il y a une petite question qui est passée. On se demandait quelle lecture, puis est-ce qu'on disait, par exemple, Audre Lorde et tout ça. Et en fait, il y avait un questionnement qu'on avait aussi sur le fait que Audre Lorde, qui est comme une poétesse lesbienne, afro-féministe états-unienne,
existait, écrivait à la même période qu'Adrienne Rich et que Monique Wittig et a théorisé les bases de l'intersectionnalité. Donc, c'était un peu une des questions aussi de se dire, mais est-ce que Audre Lorde a eu une réception au Québec? Est-ce que vous travaillez sur ces genres? Est-ce qu'il y avait des lesbiennes racisées qui s'organisaient? À quel moment? C'était un peu ça Oui, le questionnement. Puis là j'ai été voir dans ma bibliothèque. Moi, le livre qui m'avait le plus impressionné, This Bridge Called My Back, qui était édité par Gloria Anzaldúa et Jerry Moraga, qui étaient des Latinos, dans lesquels on retrouve un texte, le classique de Audre Lorde, les outils du maître ne pourront pas défaire la maison du maître. Et on retrouve aussi Combahee River Collective, donc le groupe qui a pu passer, mis les premiers jalons de l'intersectionnalité. Mais j'avoue que moi, c'était des lectures que je faisais parce que j'avais mon vieux, puis mon entourage très proche. J'avais mon vieux passé Sex, Race and Class. Ouais. C'était notre motto. Donc, moi, ça m'intéressait, ces lectures-là. Mais ce n'étaient pas les lectures qui étaient les plus influentes ou qui étaient les plus discutées. Ouais. Cela dit, il y avait quand même une certaine... J'appelle ça maintenant un peu un internationalisme naïf, c'est-à-dire que comme les congrès des années 70, les Américaines sont bienvenues, je veux dire, il y avait quand même une ouverture à d'autres paroles lesbiennes, mais c'était une ouverture quand même un peu naïve et sans forcément... penser les dynamiques de pouvoir. Moi, je le faisais dans mes... J'ai continué à lire Moraga, Anzaldúa, puis elles écrivaient à moitié en anglais, moitié en espagnol aussi. C'était super intéressant. Et je me suis remis en espagnol à cette fois-là. Donc, moi, j'ai continué à lire là-dedans, mais je ne me souviens pas d'avoir discuté beaucoup de ces textes-là, ou d'autres comme Barbara Smith, qui était aussi dans le Combahee River Collective. Je pense que c'était pas des textes qui étaient discutés. Oui, qui circulaient beaucoup. Ouais. Parfait. Ben, merci beaucoup.